Bonjour, bienvenue à tous à ce séminaire consacré sur la prochaine mesure liée à la taxation des plus-values qui devra être introduite à partir du 1er janvier 2026. J'ai le plaisir d'être votre animateur pour cette prochaine heure et à l'agenda de la présentation. Toujours bon de partir de la situation actuelle, de voir comment le législateur a appréhendé les modifications et quelle est la qualification en réalité de ce nouveau régime. Quelques exemples et enfin une session de questions-réponses. Un petit avertissement, la présentation d'aujourd'hui est basée sur les différents textes qui ont fuité, qui ont été modifiés à diverses reprises. D'après les dernières informations que nous avons reçues, le dernier texte en tout cas qui a fuité devrait être présenté au Conseil des ministres demain. Ce texte doit encore être déposé à la Chambre et faire l'objet évidemment du débat parlementaire. Donc, vous ne m'en voudrez pas si d'ici au 1er janvier 2026, diverses modifications ou précisions sont encore apportées au régime que je vous présente maintenant. Alors, la situation actuelle, on a tendance à dire en Belgique que les plus-values ne sont pas imposées, ce qui n'est pas tout à fait exact. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des plus-values qui sont imposées au titre de revenus professionnels. Lorsque vous avez une affectation professionnelle d'un bien, qu'il soit mobilier ou immobilier, et que vous réalisez une plus-value, eh bien, cette plus-value est requalifiée au titre de revenus professionnels. Vous avez aussi aujourd'hui un article 90, premièrement, dans le CIR, qui est une catégorie fourre-tout et qui comprend un principe qui est l'imposition des plus-values et une exception qui exempte en réalité les plus-values qui sont liées à la gestion normale du patrimoine privé et qui portent sur des avoirs immobiliers, des valeurs de portefeuille et des objets mobiliers. Vous aviez aussi divers revenus divers qui avaient été prévus expressément par le législateur, liés à la détention, par exemple, d'immobilier. Si vous vendez des biens immobiliers dans certains délais et que ces biens immobiliers ne sont pas votre habitation propre, eh bien, vous pouviez avoir une imposition de plus-value. Vous aviez aussi certaines cessions qui étaient appréhendées comme étant imposables. C'était les cessions substantielles au profit d'une société qui n'est pas installée dans l'espace économique européen. Et vous aviez par ailleurs encore une mesure anti-abus qui prévoyait qu'une cession d'une participation substantielle subséquente à une première cession qui n'était pas visée était également susceptible d'être imposé au titre de revenus divers. Et puis, vous aviez la gestion anormale ou spéculative pour les revenus d'action. Alors, qu'est-ce que ça nous donne suite au nouveau projet? Eh bien, on va essayer de toucher le moins possible à l'architecture qui est préexistante. On va supprimer en réalité ou modifier le régime qui était applicable aux ventes de participation substantielle à des sociétés qui ne font pas partie de l'espace économique européen. Et on va travailler en réalité sous l'article 90, 9e pour y inclure les nouveaux régimes. Je parle de nouveaux régimes parce qu'en réalité, vous avez trois nouveaux régimes de plus-value. Vous avez d'abord le régime d'exception des plus-values internes, vous avez le régime des plus-values substantielles et un régime subsidiaire qui va couvrir une série d'actifs. Commençons par le régime d'exception des plus-values internes. C'est en réalité une confirmation de la pratique administrative qui vise à requalifier des opérations qui ont pour but de transformer des réserves taxables qui, si elles étaient distribuées, seraient qualifiées de dividendes et qui, par le biais de mécaniques, ce qu'on appelle donc une plus-value interne, donc une cession, un holding qu'on contrôle ou un apport
un holding qu'on contrôle, eh bien, on transforme en réalité, on visait à transformer ces réserves taxables en capital et donc à obtenir un revenu en exemption d'impôt. Il est à noter que le législateur a expressément exclu de ce régime des plus-values internes les opérations d'apport pour une raison qu'on évoquera plus tard. Les opérations d'apport sont en réalité appréhendées par d'autres dispositions du Code et ces dispositions du Code permettent en réalité de considérer que la partie du capital lié à l'apport des actions est en réalité composé d'un bon capital et d'un mauvais capital, et le mauvais capital, lui, sera toujours considéré comme dividende. Le régime des plus-values substantielles nécessite une participation de 20%, c'est-à-dire la détention d'actions portant sur le capital d'une société anonyme ou sur un élément analogue en vertu du droit belge ou étranger. Donc, c'est bien la propriété des actions qui peut donner lieu à l'application de ce régime des plus-values substantielles. Alors, vous me demanderez pourquoi 20% alors qu'auparavant, on avait un pourcentage de 25% qui était prévu pour l'ancienne notion de participation substantielle. Eh bien, tout simplement, le législateur a souhaité aligner les dispositions fiscales sur les dispositions qui sont applicables en droit comptable et en droit des sociétés. On a toujours l'exclusion des cessions à des sociétés dont le siège de direction est situé hors de l'espace économique européen, et on verra comment sont appréhendées ces cessions particulières. Le régime subsidiaire, lui, qui devra concerner la majeure partie des contribuables belges, porte sur les instruments financiers qui sont définis de manière très large, certains contrats d'assurance vie, les cryptoactifs et les devises, et sont notamment repris au titre d'instruments financiers lors d'investissements, mais donc ne sont pas visés par ces quatre catégories d'actifs. Les objets d'art, les collections de voitures et autres, ces éléments-là restent soumis au régime qui leur était applicable auparavant. Et donc, puisque vous vous souviendrez qu'on garde le plus possible le régime existant, dépendront toujours de cette notion de gestion normale du patrimoine privé. Alors, ce qui est exclu du régime subsidiaire, ce sont en réalité des opérations qui ne doivent pas être considérées comme des cessions et qui sont plutôt liées à des arbitrages au sein de fonds ou à des transferts internes. Qui sera visé par ces nouveaux régimes? Eh bien, toute personne soumise à l'impôt des personnes physiques ainsi qu'à l'impôt des personnes morales, avec une exception, ce sont évidemment les personnes morales qui peuvent recevoir des libéralités qui donnent droit à la réduction fiscale. Alors, quelles sont les conditions pour tomber dans le champ d'application de cette nouvelle mesure? Il vous faut tout d'abord une cession à titre onéreux, c'est-à-dire un transfert de propriété ou de droit, et recevoir en contrepartie de cette cession un prix payé en espèces ou une contrepartie équivalente. Ce qui est assez amusant, c'est que dans l'exposé des motifs provisoires, il est clairement précisé que les opérations d'échange en matière de crypto-monnaie, par exemple, sont bien des cessions à titre onéreux, ou l'utilisation d'une crypto-monnaie pour acheter, c'est l'exemple qui est repris dans l'exposé des motifs, pour acheter une pizza, sera également considéré comme une cession à titre onéreux. Sont donc exclus les opérations qui ne sont pas des cessions à titre onéreux, et donc on vise essentiellement les donations, les transferts pour cause de mort, les sorties d'indivision, mais également les apports en cas de mariage. Alors, le législateur a prévu certaines fictions dans le cadre de ces nouvelles mesures et a introduit des fictions de cession à titre onéreux. La première fiction vise les contrats d'assurance vie et prévoit que le versement du vivant, du capital ou des valeurs de rachat des contrats d'assurance vie doit être considéré comme une cession à titre onéreux. Deuxième fiction
la fiction de transfert de résidence fiscale du siège de fortune à l'étranger va donner lieu à ce qu'on appelle une exit tax. Une exit tax qui portera sur une durée de 24 mois et je dirais le résident belge étant parti à l'étranger et ayant rompu sa résidence belge devra s'acquitter de l'impôt sur la plus-value s'il est visé par les nouvelles dispositions, s'il opère une cession à titre onéreux en déant les 24 mois du transfert de sa résidence fiscale. On verra par après comment est déterminée la base imposable et quelles sont les valeurs à prendre en considération. Cette exit tax pose un problème en matière de droit européen, on y reviendra, mais c'est évidemment un élément, je dirais, de ces nouvelles mesures qui pourra donner lieu à certaines contestations. Alors, dans le projet initial qui avait été communiqué par différentes voies, était assimilé à une cession à titre onéreux la donation de biens à un non-résident fiscal belge. Cette fiction a été supprimée. Toutefois, le législateur, dans l'exposé des motifs, prévoit clairement que c'est un cas qui est susceptible de donner lieu à l'application de la disposition anti-abus prévue à l'article 344. Et ce qui est visé principalement, c'est la donation à un non-résident suivie d'une vente des actifs et d'une rétrocession du produit de la vente au résident fiscal belge qui a opéré la donation. Un point important à noter, c'est que le redevable de l'impôt dans le cadre de démembrement de propriété, c'est le nu propriétaire. On verra au travers des exemples que ça peut donner lieu à différentes questions. Alors, la détermination de la base imposable, la plus-value est définie comme étant la différence positive entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Évidemment, vous avez différentes contraintes qui ont été posées et qui sont réglées partiellement par le législateur. La première contrainte, c'est d'éviter qu'un même revenu soit imposé sous des qualifications différentes. Et la deuxième contrainte auquel faisait face le législateur, c'était de pouvoir assurer que les plus-values historiques ne soient pas imposées, hein, puisqu'on a une législation qui rentre en vigueur au 1er janvier 2026, elle ne devait pas avoir d'effet rétroactif. Alors, règle particulière pour la détermination du prix d'acquisition, la distribution gratuite de cryptoactifs par le biais d'un airdrop, la valeur d'acquisition va être fixée au moment où l'attribution est effectuée. Donc, on va prendre la valeur de marché de cette crypto-monnaie au moment où elle est attribuée par ce biais de airdrop. Les options sur actions qui sont visées par la loi de 1999, on va prévoir qu'on fixe le prix d'acquisition au moment de l'exercice. Vous vous souviendrez que dans le cadre de cette loi de 1999, les options qui sont acceptées dans un délai de 60 jours sont imposées au moment de l'octroi. Au moment de l'exercice, il n'y a plus d'imposition puisque l'imposition au titre de revenu professionnel avait été effectuée. Et au moment de l'exercice, l'action rentre dans le patrimoine en réalité du détenteur de l'option. Et c'est à partir de ce moment, et compte tenu de la valeur à ce moment-là, qu'on va déterminer le montant de la plus-value s'il y en a une. Même principe et même réflexion pour les actions gratuites RSU et autres instruments. On va prendre à chaque fois la valeur de l'instrument au moment où il a été imposé au titre de revenu professionnel et donc pour les RSU en particulier au moment du vesting. Alors, sur le plan des opérations qui sont fiscalement neutres, type spin-off, on va prendre la valeur initiale d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'elles sont exclues en réalité. L'opération qui est neutre fiscalement ne donnera pas lieu à l'application de la taxe sur les plus-values. En cas d'immigration, on prend le scénario contraire à celui de l'émigration. Donc, cette fois-ci, un étranger installe sa résidence ou fixe sa résidence en Belgique. Eh bien, la valeur d'acquisition
sera la valeur des actifs au moment où il prend résidence en Belgique, avec une exception toutefois. Reprenons le cas de notre résident belge qui part à l'étranger. Si en déant les 24 mois, il refixe sa résidence fiscale en Belgique, on veut éviter de lui octroyer un step-up et de recommencer avec une valeur de ses actifs plus importante. Et donc, on va considérer que la valeur d'acquisition demeure la valeur d'acquisition telle qu'elle serait déterminée si la personne n'avait pas fait cet aller-retour en dehors les 24 mois sur le territoire belge. Avec une petite exception, c'est que si l'État dans lequel le résident belge avait fixé sa nouvelle résidence applique elle-même une exit tax, eh bien, à ce moment-là, on pourra prendre les valeurs qui ont été prises en considération pour l'application de cette exit tax étrangère pour déterminer la nouvelle valeur d'acquisition. Donc, ce sont des règles particulières liées à des instruments particuliers ou des événements particuliers. Vous avez par ailleurs une période transitoire qui a été introduite, et on verra avec les exemples qu'elle pose encore des questions. Cette période transitoire porte sur des actifs qui ont été acquis avant le 1er janvier 2026 et qui sont vendus avant le 31 décembre 2030. Donc là, on a une première fenêtre qui nous permet de déroger à la valeur d'acquisition au 31 décembre 2025, qui est le point de référence par critère. Pour les assurances vie, ce point de référence est également appliqué et on peut, je dirais, prendre en considération la réserve d'inventaire à cette date-là. Dans les deux cas, si la valeur d'acquisition historique est plus élevée que la valeur au 31 décembre, ou si l'ensemble des primes versées dans le contrat d'assurance vie est plus importante que la valeur d'inventaire, eh bien, vous pouvez prendre, je dirais, cette valeur d'acquisition réelle plutôt que cette valeur d'acquisition fictive qui a été proposée par le législateur. Pour les actifs non cotés, les points de référence qui peuvent être pris en considération sont soit la valeur d'une cession entre parties indépendantes qui intervient sur l'année 2025, soit une valorisation dans un contrat d'option de vente qui est en vigueur au 1er janvier 2026, soit une formule pour déterminer la valeur d'une entreprise qui est égale aux capitaux propres plus 4 fois l'EBITDA. Si il y a une distorsion entre cette valeur forfaitaire et la valeur réelle de l'entreprise, il est toujours possible de faire évaluer la valeur de l'entreprise par un réviseur qui n'est pas le commissaire de l'entreprise ou un expert comptable certifié indépendant, et cette valorisation doit se faire avant le 31 décembre 2026. Contrat d'assurance vie, lorsque vous faites une plus-value, on regarde la différence positive entre le capital ou la valeur de rachat versée et le total des primes versées. En cas de rachat partiel, il y a une règle d'imputation proportionnelle pour déterminer le montant de la plus-value. L'immigration, ben, le moment qui est pris en considération pour fixer la valeur des actifs, c'est le moment du passage de la frontière, donc le moment où le contribuable belge est censé rompre sa résidence fiscale. Alors, ces éléments permettent de déterminer la base imposable. Une fois qu'elle est déterminée, eh bien, il faut encore pouvoir appliquer les éventuelles déductions, et sont déductibles les moins-values qui sont réalisées au cours de la période imposable par le même contribuable et au sein de la même catégorie d'actifs financiers. Tel que je comprends cette dernière condition, c'est-à-dire que les plus-values, par exemple, sur les moins-values sur les contrats d'assurance vie seront déductibles des plus-values qui seraient réalisées, par exemple, sur des actions cotées. Hein, donc, on est par catégorie de plus-value. Donc, plus-value, la règle d'exception, les plus-values internes, substantielles de 20%. Troisième catégorie, la catégorie résiduaire qui vise les actifs financiers
Et donc, les moins-values faites au sein de cette dernière catégorie sont déductibles de l'ensemble des éléments. Pour les moins-values réalisées sur des actifs acquis avant le 1er janvier 2026, la valeur d'acquisition est la valeur moyenne d'acquisition connue au 31 décembre 2025. C'est-à-dire que contrairement au projet initial, l'ensemble des impôts indirects comme la taxe sur les opérations boursières ou la taxe annuelle sur les comptes titres n'est plus déductible, de même que les frais d'acquisition, les frais de tenue de compte et autres ne sont pas des éléments déductibles selon le projet de loi. À cet égard, je rappelle qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2023 qui considérait dans l'ancien régime de taxation des plus-values dites anormales ou spéculatives, contraire à la Constitution, le fait que ces contribuables ne pouvaient pas déduire les frais ni bénéficier du report des pertes durant 5 ans, alors que ces éléments sont applicables à l'article 90 premièrement, donc qui visait la catégorie la plus large des plus-values imposables. Donc, ici, en l'état, je ne vois pas les modifications qui ont été apportées par le législateur au sein de l'article 9e et qui pourraient remettre en cause l'enseignement de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce sera également un élément à suivre. Les exonérations, elles sont de différents types. Premièrement, vous avez l'application de la théorie de la contrainte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un revenu qui est qualifié autrement qu'au titre de revenu divers, eh bien, il ne peut pas supporter la partie d'imposition liée aux plus-values qui s'applique à ces revenus divers. Donc, on a les exclusions expresses qui ont été prévues. La plus-value interne résultant d'un apport, on verra ce cas d'application dans un exemple. Contrairement avec ce qui avait été annoncé au début, l'article 19 bis qui impose la quote-part des intérêts liés à une plus-value réalisée sur un fonds de capitalisation demeure d'application. Et donc, vous pourriez avoir l'application concurrente des règles d'imposition au titre de revenus mobiliers et au titre de revenus divers. Donc là, exception express également, la quote-part qui sera requalifiée en intérêt subira le précompte mobilier de 30% au titre de revenus mobiliers et la quote-part qui n'est pas visée par ce revenu, par cette imposition au titre de revenus mobiliers pourra, lui, le cas échéant, faire l'objet de la taxation au titre de la plus-value. Le rachat d'actions propres, là aussi, deux situations peuvent se présenter. Vous vendez enfin, une société rachète ses propres actions. Si dans l'année comptable qui connaît de l'opération, vous avez une perte de valeur, on va requalifier l'opération de rachat d'actions propres en réalité en distribution de dividendes. Là, à nouveau, si l'imposition se fait au titre de revenu mobilier, il n'y aura pas d'application de la mécanique d'imposition au titre de revenus divers et donc pas d'application de la plus-value. Une exonération générale a été prévue dans les textes disponibles et qui vise les contrats d'épargne-pension qui sont encouragés fiscalement, et donc qui relèvent essentiellement du deuxième et du troisième pilier. Des exonérations spécifiques ont été prévues pour les plus-values substantielles. Vous avez une exonération d'1 million d'euros qui est d'application tous les 5 ans et cette exonération spécifique fonctionne selon la mécanique du sac à dos, c'est-à-dire que si vous phasez les ventes de plus-values substantielles, eh bien, et que vous n'utilisez pas ce million d'euros pleinement, vous allez pouvoir l'emmener avec vous. Dans la catégorie résiduaire, ça vous l'avez lu en long et en large dans la presse, un montant de 10 000 euros sera exonéré. C'est un montant annuel et une possibilité de reporter les 1 000 premiers euros non utilisés pendant une période maximum de 5 ans est prévue par le législateur, ce qui pourrait aboutir à partir de la 6e année pour quelqu'un qui n'a réalisé aucune plus-value au cours des 5 ans précédents,
l'application d'une exonération maximum de 15 000 euros. Alors, le montant d'1 million d'euros ne sera pas indexé, tandis que le montant de 10 000 euros, lui, devrait être indexé. Les taux, alors, les plus-values internes seront et demeurent imposables au taux de 33%. Le régime spécifique des participations substantielles bénéficie d'un régime d'imposition par des taux progressifs allant de 1,25% à 10%. Le régime résiduaire se verra appliquer un taux de 10%. Et alors, les exclusions liées à la vente de participations substantielles à un bénéficiaire qui est situé en dehors de l'espace économique européen, lui sera frappé d'un taux de 16,5%. Alors, il est prévu une modification, parce que la question s'était posée, un revenu divers en principe est soumis à la taxe additionnelle communale. Le projet de loi qui est en cours d'élaboration prévoit en réalité que ces taux distincts ne seront pas augmentés des additionnels communaux. Et on verra pourquoi. C'est plus que probablement pour des raisons pratiques liées notamment à une mécanique de retenue à la source. Donc l'impôt peut être prélevé à la source, en tout cas pour les plus-values qui sont réalisées dans la catégorie résiduaire, et donc qui visent les actifs financiers. Et tout comme les autres revenus, enfin tout comme c'est d'application pour les revenus mobiliers, cette obligation incombe aux intermédiaires, y compris les compagnies d'assurance qui ont des obligations de retenue à la source, et donc principalement les intermédiaires belges. Si vous n'optez pas pour la non-application de cette retenue à la source, eh bien, à ce moment-là, vous aurez l'obligation de déclarer l'ensemble des plus-values imposables dans votre déclaration fiscale annuelle à l'impôt des personnes physiques. Alors évidemment, l'opt-out met fin au régime de discrétion qui était jusqu'à présent disponible, puisque le précompte mobilier est libératoire. Il n'y avait pas d'obligation de reporter, je dirais, les opérations de plus-value dès lors qu'elles relevaient de la gestion normale du patrimoine privé. Bien évidemment, vous allez avoir une attention, ou en tout cas une publicité accrue liée aux opérations de cession sur titre financier, et puisqu'elles sont exclues pour les opérations qui donnent lieu à des plus-values internes ou des participations substantielles, vous allez avoir d'office une obligation déclarative. Et par ailleurs, on a introduit une nouvelle obligation pour les professionnels du chiffre, c'est-à-dire que les professionnels du chiffre, à l'instar de ce qui est d'application aujourd'hui pour les planifications agressives, devront notifier à l'administration fiscale ces opérations. Quelques exemples. Alors, premier exemple, je voudrais mettre en lumière l'application des mesures transitoires. Première situation, vous opérez une acquisition d'actions pour une valeur de 100 000 euros en 2023. La valeur au 31 décembre 2025 est de 65 000 euros. Vous opérez une vente en 2031, c'est-à-dire après, en réalité, la période transitoire. Comment va-t-on déterminer la plus-value ou la moins-value? Même scénario, mais vous opérez une vente en 2030. Alors, dans le scénario 1, puisque vous êtes en dehors des délais d'application de la période transitoire, c'est-à-dire la période transitoire prévoit un choix jusque fin 2030 entre la valeur fictive d'acquisition et la valeur réelle d'acquisition si elle peut être démontrée par le contribuable. Donc, puisque vous êtes en dehors de cette période transitoire, le choix ne vous est plus ouvert. Et donc, en réalité, vous devez prendre en considération la valeur d'acquisition fictive, à savoir 65 000 euros. Vous opérez la vente en 2031 pour 80 000 euros. Eh bien, vous allez réaliser une plus-value de 15 000 euros.
pouvant bénéficier potentiellement de l'exonération des 10 000 premiers euros, majorés si vous rencontrez les conditions de 2 000 euros pendant 5 ans et donc 15 000 euros au total. La situation est plus particulière si la vente a lieu dans le cadre de la période transitoire. Pourquoi? Parce qu'on nous définit en réalité la plus-value comme étant la différence positive entre le prix d'acquisition, soit fictif, soit réel, et le prix reçu. Donc ici, je dirais, si on prend cette définition, en réalité, je devrais, si je veux déterminer la plus-value, prendre la valeur de 65 000 euros, la valeur d'acquisition de 65 000 euros pour reconnaître une plus-value. Or, c'est dans le cadre de la détermination du prix d'acquisition pour les plus-values que le choix entre la valeur d'acquisition réelle ou la valeur d'acquisition fictive est disponible. Donc, si j'opte pour ce choix, en réalité, je prends la valeur des actions en 2023, valeur de 100 000 euros. Ben, le problème que j'ai d'un point de vue purement technique, c'est que si je prends cette valeur, je ne fais plus une plus-value, mais je fais une moins-value. Or, pour les moins-values, la règle qui est d'application, c'est qu'on prend la valeur au 31 décembre de l'actif. Donc, je ne sais pas comment on résout ce cas. Est-ce qu'on doit reconnaître une moins-value de 20 000 euros qui ne serait pas déductible, et ça, c'est la contrepartie de l'exonération des plus-values historiques, ou est-ce que je dois reconnaître l'existence d'une plus-value de 15 000 euros? L'exemple 2, puisque les slides vous seront communiqués, je vous les laisserai lire. C'est pour illustrer cette mécanique de report des 1000 premiers euros qui ne sont pas utilisés sur les exercices d'imposition subséquents. L'exemple 3, les participations substantielles. Vous avez un actionnaire qui détient 85% d'une société. La valeur d'acquisition des actions de cette société est d'1 million d'euros. L'acquisition a été opérée avant le 1er janvier 2026. La valeur de marché des actions en 2025 est d'1 million 200 000 euros. Un dividende intermédiaire est distribué en 2024 et la valeur des actions au 31 décembre est fixée à 200 000 euros. En 2028, une vente est opérée pour un montant d'1,5 million. À nouveau, on se situe en 2028 dans la période transitoire, donc le choix, puisque vous réalisez une plus-value, vous êtes ouvert entre la valeur d'acquisition fictive au 31 décembre ou la valeur d'acquisition réelle des actions, soit 1 million d'euros. Si vous opérez pour ce choix, ce qui serait logique, vous réalisez une plus-value de 500 000 euros. Vous pouvez bénéficier de l'exonération générale d'1 million d'euros et donc vous n'avez pas d'imposition. Même exemple, mais la vente s'opère en 2031. Vous êtes à nouveau en dehors de la période transitoire et donc vous devez prendre la valeur historique, donc la valeur fictive au 31 décembre, donc dans notre cas 200 000 euros. Vous réalisez une plus-value d'1,3 million. Vous pouvez toujours bénéficier de l'exonération d'1 million d'euros. 300 000 euros sont imposables au taux progressif, donc ici au taux de 1,25%, et donc un impôt sur la plus-value de 3 750 euros est dû. L'exemple 2, l'actionnaire ne détenant que 15%, en réalité, il ne remplit pas la condition de détention de participation substantielle, puisque le seuil de participation minimum a été fixé à 20%. Et donc, c'est le régime ordinaire qui va s'appliquer. Et cet actionnaire bénéficiera de l'exonération de 10 000 euros et devra payer son impôt à un taux de 10% tel qu'il est applicable dans le régime résiduaire.
on voit évidemment que le fait de ne pas remplir cette condition de participation alourdit la facture fiscale pour notre contribuable, puisque dans le premier cas, il ne payait pas d'impôt dans le cadre d'une vente des actifs en 2028. Et dans ce cas-ci, il paye un impôt à concurrence de 48 000 euros. Toujours le même exemple, même mécanique, la vente s'opère en 2031, à nouveau en dehors de la période transitoire, et on voit que l'impôt qui était dans le cas précédent fixé à 3 750 euros passe à 128 500, puisque ce contribuable ne peut pas bénéficier de l'exonération d'1 million d'euros. Et par ailleurs, la plus-value est imposée au taux distinct de 10% en lieu et place des taux progressifs. Dans le cadre de la détermination de la plus-value et de la base imposable, le régime matrimonial a un intérêt et une implication. A et B sont mariés sur le régime légal. Ils opèrent un investissement commun à concurrence de 200 000 euros. Cet investissement a un rendement moyen de 5%, ce qui fixe la valeur au 31 décembre 2025 à 250 000 euros. En 2033, ils opèrent une vente sur ce placement et reçoivent un prix de 330 000 euros. Donc, nos contribuables mariés réalisent une plus-value de 80 000 euros. On prend la valeur au 31 décembre 2025 puisqu'on est en dehors de la période transitoire. 250 000 comparé à 330 000, il y a bien une plus-value de 80 000 euros. La première tranche de 10 000 euros est exonérée d'impôt. Cette première tranche est applicable dans le chef des deux époux. Si les époux rencontrent la condition de non-utilisation des premiers 1 000 euros d'exonération et donc ont la possibilité de reporter ces 1 000 premiers euros, on pourra augmenter l'exonération générale de 5 000 euros. À nouveau, cette augmentation se fait par époux pour peu que l'ensemble des époux répondent aux conditions. Et donc, on a sur les 80 000 euros potentiellement un montant maximum d'exonération de 30 000 euros. Ils payeront donc l'impôt sur la plus-value au taux de 10% sur une base de 50 000 euros pour peu qu'il n'y ait pas d'autres actifs qui ont généré une moins-value. Alors justement, les mécaniques de plus-value interne, des parents créent une société Belco en 2026 avec un apport de 100 000 euros. En 2030, la valeur de la société est de 2 millions d'euros. Et dans notre cas, les parents vendent les actions de la société à une holding qu'ils détiennent avec les enfants. Et donc, la plus-value réalisée est d'1,9 million. La taxe sur la plus-value, puisque c'est le régime des plus-values internes, est fixée à 33%, donc un impôt total à payer de 627 000 euros. Pourquoi cette mécanique de plus-value interne est d'application? Parce qu'on vise les ventes à une structure dont on détient directement ou indirectement le contrôle, et notamment avec des proches. Donc ici, puisque les parents détiennent encore des actions au sein de la holding, ils peuvent opérer le contrôle, et donc on est bien dans le cas de la plus-value interne. Le législateur, évidemment, a voulu éviter d'alourdir les mécaniques de transmission. Donc, en réalité, si on reprend le même exemple, mais que la vente se fait au profit d'un holding détenu par les enfants uniquement, on est en dehors du cas d'application de la plus-value interne, sauf lorsque vous avez une donation immédiate qui est opéré sur le produit de la vente au profit des enfants.
Autre cas de plus-value interne, mais qui, lui, est, comme je vous le disais, exclu de la mécanique des nouvelles mesures, ce sont les apports. Et c'est à ce moment-là, je dirais qu'on opère cette distinction entre le bon capital d'une part et le mauvais capital d'autre part. La mécanique d'apport, elle, sera toujours taxée lorsqu'on opérera une réduction de capital au titre de revenus mobiliers, et la réduction de capital s'imputera de manière proportionnelle sur le bon capital et les réserves taxées. Les moins-values, d'autres exemples, j'achète des actions en 2015 pour un montant de 100 000 euros. Au 31 décembre 2025, la valeur de ces actions a diminué et est de 60 000 euros. En 2026, je revends ces actions pour 40 000 euros. Eh bien, j'opère une moins-value de 20 000 euros. Il n'est à nouveau pas déductible. Pourquoi? Parce que cette moins-value a été réalisée par rapport à une détention avant le 31 décembre 2025. B achète des actions en 2020 pour un montant de 100 000 euros. Au 31 décembre, ces actions valent 90 euros et en 2026, B revend ses actions pour 95 000 euros. 95 000 euros reste inférieur au prix d'achat historique qui est de 100 000 euros. L'utilisation de la société simple, vous avez la détention par un des parents d'une société belge à 100%. Il fait des donations au profit de ses enfants et apporte 40% de ses actions dans la communauté conjugale. Et l'ensemble des protagonistes apportent leurs actions au sein d'une société simple. En 2032, la société simple vend l'ensemble des actions pour un montant de 9 millions d'euros. La plus-value réalisée est de 5 millions d'euros. La taxe sur les plus-values doit être appliquée à notre sens en prenant en considération 5 personnes qui ont une participation substantielle. Chacune des personnes peut bénéficier à ce moment-là de l'exonération d'1 million d'euros et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'impôt à payer. Si le père avait conservé l'intégralité des actions, il aurait réalisé à nouveau une plus-value de 5 millions d'euros. Il détient une participation substantielle. Il bénéficie de l'exonération d'1 million d'euros. Mais pour le surplus, les 4 millions d'euros devront être imposés au taux progressif. Et donc, vous aurez un impôt total de 81 250 euros à acquitter. Alors, là où les opérations de démembrement suscitent quelques questions, vous souviendrez que le redevable de l'impôt sur les plus-values est le nu propriétaire. Donc, supposons que des parents aient opéré des donations en démembrement. Les donations portent sur des actions dont la valeur d'acquisition était de 1 million d'euros. Leur valeur historique est de 2 millions d'euros et ils vendent ces actions pour un prix de 10 millions d'euros. Ils réalisent partant une plus-value de 8 millions d'euros. La valeur d'usufruit dans notre hypothèse est estimée à 40%. Donc les parents reçoivent en réalité par application de la donation 4 millions d'euros et l'enfant reçoit 6 millions d'euros. Alors, si on prend le texte tel quel, le redevable de l'impôt est le propriétaire, doit-on en conclure que l'enfant va payer l'impôt sur la plus-value sur le montant de 8 millions d'euros, montant de la plus-value, ou sur 6 millions d'euros et les parents sur le montant de 4 millions d'euros? A priori, pour l'instant, la situation est plutôt
de considérer que c'est le nu propriétaire et donc l'enfant qui devra s'acquitter de l'intégralité de l'impôt. Qui peut bénéficier d'exonération si on a une participation substantielle? Est-ce que c'est à la fois les parents usufruitiers et l'enfant du propriétaire? A priori, non, puisque c'est le redevable de l'impôt qui doit remplir les conditions. Ça, encore un point à préciser. Dernière situation qui peut être problématique, si les actions étaient détenues dans une société simple et que vous n'avez aucune distribution en réalité de la plus-value, ou si le produit de la vente est versé sur un compte bloqué, comment assure-t-on en réalité le financement de l'impôt sur les plus-values dans le chef du nu propriétaire? Qu'est-ce qui peut être anticipé avant le 31 décembre 2025? Je pense qu'il est utile de cartographier les structures d'actifs et les actifs que vous détenez actuellement, d'opérer une évaluation, je dirais, celle qui sera au 31 décembre 2025, évidemment, n'est pas encore connue. Par contre, la valeur d'acquisition historique, ça, vous l'avez déjà. Pour éviter tout problème lié à l'application de la mesure transitoire, valorisez vos actifs et planifiez le cas échéant des ventes avant le 31 décembre 2030. La même réflexion se pose lorsque vous avez opéré des donations, puisque la donation en elle-même n'est pas une cession à titre onéreux, et donc le prix d'acquisition reste le prix d'acquisition dans le chef du donateur. D'autres mesures sont en vue. Vous avez lu la presse financière comme moi. Vous avez des mesures qui visent les avantages de toute nature excessifs. Est-ce que d'autres mesures vont permettre, je dirais, de conserver ou d'améliorer un régime fiscal favorable en matière de droit de donation ou de succession pour les sociétés familiales? Nous verrons ce que le gouvernement nous réserve. Je vais maintenant répondre à vos questions si je les vois. Avez-vous des questions? Questions. Alors, l'or physique est-il concerné? Oui, l'or physique est aussi concerné par cette nouvelle mesure. En réalité, et pour être précis, je vais reprendre la définition exactement de ce qui est prévu par actif financier. L'or physique en tant que tel, ce qui est visé en tout cas, c'est l'or d'investissement. Et donc, l'ordre d'investissement tel qu'il est défini par la directive 2006-112 et les pièces d'or qui répondent à certains critères qui sont aussi déterminés par la Commission européenne. Thibault, oui, tout à fait. La société simple étant transparente et pour toutes les structures transparentes, en réalité, on regarde l'actif sous-jacent pour déterminer le régime de la plus-value qui sera applicable. Et exactement, il faudra opérer une allocation de la plus-value au prorata de la détention. Tout à fait.
Attendez, hein, vous mentionnez qu'il faut valoriser notre société non cotée avant fin 2025, donc basée sur les chiffres de 2024. Étant donné que la valeur doit correspondre à la valeur de... Ne devrions pas. Oui, tout à fait. Donc, la valeur de la société non cotée, donc si vous n'utilisez pas la méthode fixée sur les capitaux propres majorés de 4 fois les l'EBITDA, vous avez encore la possibilité de la faire valoriser par un réviseur qui n'est pas le commissaire de la société ou par un expert comptable indépendant et certifié jusqu'au 31 décembre 2026. Donc ça, vous pourrez avoir à ce moment-là les chiffres de 2025. Les sociétés, elles ne sont pas, les sociétés ne sont pas soumises à cette taxe. Seules les personnes physiques, donc à l'impôt des personnes physiques, les non-résidents sont exclus de cet impôt. Et par contre, les personnes morales, elles, donc qui ne sont pas soumises à l'impôt des sociétés, sont aussi visées par cette mécanique. L'exit tax, réexpliquer l'exit tax, pour éviter que vous ayez des contribuables qui puissent partir à l'étranger et donc ne plus relever de l'impôt des personnes physiques et donc échapper à cette imposition sur les plus-values, on va considérer fictivement qu'elles ont opéré une cession à titre onéreux au moment où elles ont passé la frontière belge. Vous avez un délai de 24 mois qui est pris en considération. Si vous réalisez une plus-value dans ce délai, enfin, si vous vendez un des actifs qui a été gelé à la date où vous avez traversé la frontière et vous réalisez une plus-value à ce moment-là, par l'application de cette fiction, eh bien, vous devrez vous acquitter de l'impôt sur les plus-values. Il y a une mécanique de report de perception qui a été prévue par le législateur lorsque vous déménager dans un pays membre de l'espace économique européen ou dans un pays qui a une convention fiscale avec la Belgique qui prévoit un échange d'informations et des mesures d'aide au recouvrement. Alors, les banques sont-elles en train de réfléchir à des systèmes de prélèvement automatique? Oui, je pense qu'elles y réfléchissent. Après, comment ce sera mis en œuvre? Ça, c'est plutôt, je dirais, aux banquiers qu'il faudra poser la question. Par contre, point important, la banque, lorsqu'elle opère la retenue, elle opère la retenue sans appliquer aucune exonération. Et donc, si vous voulez pouvoir bénéficier des exonérations qui sont d'application, il faudra demander l'application de ces exonérations dans le cadre de votre déclaration fiscale et donc obtenir à ce moment-là un remboursement. Donc, on est bien dans une logique belge de préfinancement de l'impôt et d'un remboursement a posteriori. Les intérêts des branches 26 font-ils partie des plus-values alors qu'ils subissent un précompte mobilier? Alors, les intérêts des branches 26, donc vous avez votre branche 26 qui va subir son régime normal d'imposition. C'est lors d'opérations de valeur de rachat, complète ou partielle, que vous allez déterminer s'il y a une plus-value, et c'est cette plus-value à ce moment-là qui fera l'objet de l'impôt. Y a-t-il un intérêt de réaliser avant fin 2025 et de réinvestir par la suite? Fiscalement, a priori, pas immédiatement. Financièrement, ça, c'est autre chose. Mais puisqu'on prendra, en tout cas pendant la période transitoire, la valeur la plus haute entre celle du 31 décembre et la valeur d'acquisition, et que l'impôt sur la plus-value commence à courir qu'à partir du 1er janvier 2026, je vois pas la nécessité ou l'intérêt d'opérer des réalisations d'actifs avant fin 2025. En tout cas, pour des actifs pour lesquels, non, en fait, non, il n'y a pas d'intérêt. Et par ailleurs, dans le cas de vos réalisations, si c'est vendre pour racheter, vous allez subir la TOB à chaque fois.
J'ai le droit de transférer des lignes d'action d'un compte titre à l'autre entre mon épouse et moi, pour autant que je suis mandataire pour diminuer la taxation. Si un des comptes est plus profitable que l'autre, c'est votre régime matrimonial hein, qui définit en réalité le prorata de plus-value qui doit être appliqué à chacun des époux. Donc ça, à voir en réalité plutôt votre régime matrimonial. Alors, est-ce que les produits de type Probos sont impactés par cette taxe? Alors, je suppose que par les produits type Probos, vous parlez des options sur action. Ça, c'est les fictions ou en tout cas les critères spécifiques de fixation de la valeur d'acquisition. Donc, c'est au moment où l'option est exercée qu'on va regarder la valeur du sous-jacent qui est acquis et ce sera le point de départ en réalité de la plus-value. Et si l'exercice se fait cashless, eh ben, on regardera la différence de valorisation entre les, entre la valeur de l'option au moment où elle peut être exercée. Enfin, c'est une bonne question. On va attendre les détails, et peut-être plus de commentaires. D'autres questions? Donc, les objets de collection d'art ne sont pas visés par la taxe sur les plus-values, hein. Donc, ce n'est pas repris dans le cadre des actifs financiers. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Même chose pour les voitures de collection. Alors, la valorisation faite par un réviseur expert comptable certifié ne peut être contestée par l'administration si elle est manifestement déraisonnable. A priori, si la valorisation est documentée proprement et faite dans les règles de l'art, il peut toujours y avoir des discussions, mais contester en tant que tel. Ok, ben, j'espère que le séminaire vous aura plu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter ici. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.